Winamax sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, quand les grandes chaînes hôtelières occidentales prennent leur quartier à Téhéran. Le groupe Accor vient d'annoncer son implantation en Iran, un Ibis et un Novotel dans un premier temps, 50 autres établissements d'ici 2 ans. 2 mois après l'accord sur le nucléaire, la République islamique est-elle devenue l'Eldorado annoncé? Thierry Coville, expert, nous répondra. Et puis, immersion dans le temple européen de l'automobile. Francfort ouvre les portes de son 66e salon international à partir de demain pour le grand public. Des nouveautés majeures chez la plupart des grands constructeurs. Mais quelles sont les perspectives du marché? Rebond en Europe, en Amérique, inquiétude pour la Chine. Le point avec les images en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. L'actu éco pour commencer. Tour du monde qui débute en France avec cette annonce du ministère des Finances qui maintient sa prévision de croissance pour 2016, plus 1,5% d'après Bercy, qui en a profité ce mercredi pour renouveler son engagement de réduction du déficit public à 3,3% du PIB dans le cadre de son projet de loi de finances. Pour 2015, l'objectif de 1% de croissance et 3,8% de déficit est aussi maintenu. En revanche, l'inflation est légèrement revue à la hausse, plus 0,1% désormais attendu cette année contre 0 initialement. Enfin, Bercy mise sur le rebond de la consommation des ménages et des investissements des entreprises. Des images aussi du Salon agricole international de Rennes qui survient dans un contexte, on le sait, de crise pour les éleveurs. Salon déserté d'ailleurs par le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Hier, quelques dizaines, vous le voyez, d'agriculteurs avaient manifesté leur mécontentement peu avant l'ouverture officielle. Autre actualité en Europe, la crise des migrants. La frontière hongroise est fermée, de quoi compliquer la route vers l'Allemagne. Angela Merkel, la chancelière allemande, a annoncé hier la mise à disposition de 40 000 lits supplémentaires par le gouvernement fédéral. Elle s'est aussi félicitée de l'appui des dirigeants des Länder à sa politique d'accueil. Presque une évidence pour cet analyste qu'on écoute. Dans les pays ayant une forte puissance économique comme l'Allemagne, nous devrions avoir la capacité d'assumer cette responsabilité. Bien sûr, nous serons applaudis par nos voisins européens et nous allons créer de l'espoir pour les demandeurs d'asile en Allemagne et en Europe. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons résoudre les problèmes. Hier aussi, c'est la Maison-Blanche qui a exhorté ses alliés européens à se montrer unis dans la gestion de cette crise des migrants. L'Amérique est là pour les appuyer financièrement. Les États-Unis sont engagés dans leur rôle qui est de fournir une aide financière importante pour répondre aux besoins humanitaires de base des migrants. Dans cette crise, les États-Unis restent le plus grand donateur bilatéral en aide humanitaire. Et le président a indiqué qu'il aimerait élargir le nombre de réfugiés syriens admis dans le pays à un minimum de 10 000. Toujours à Washington, c'est aujourd'hui que débute la réunion cruciale de la Fed, la Réserve fédérale américaine, qui pourrait décider de relever ses taux d'intérêt, alors qu'ils sont nuls, on sait depuis 7 ans. Un tour de vis monétaire qui aurait des conséquences planétaires et qui marquerait la fin d'une longue politique accommodante visant à stimuler la reprise. Une hausse des taux de la Fed serait un événement historique car cela fait 7 ans qu'ils sont à zéro pour la première fois. Une grande banque centrale pourrait donc être en mesure de sortir de la barre de zéro et commencer un processus de normalisation des taux d'intérêt. Si c'est un succès, ce sera historique. Voilà, et puis marquer l'histoire, c'est ce que souhaite aussi Jeff Bezos, le patron milliardaire d'Amazon, a présenté hier son projet spatial, un programme de lancement de fusée à 200 millions de dollars, 300 emplois à la clé et l'ambition de trouver sa place sur un marché des lanceurs de plus en plus concurrentiel avec des engins réutilisables. Le site a vu son dernier lancement en 2005. La rampe est restée silencieuse pendant plus de 10 ans. C'est trop long. Nous ne pouvons pas attendre pour résoudre ce problème. Nous reprendrons les lancements d'ici la fin de cette décennie et vous allez nous entendre parce que le moteur de notre lanceur sera testé ici. 2 mois depuis l'accord de Vienne sur le nucléaire et déjà les premiers frémissements sur le front de l'investissement en Iran. Infrastructures, automobiles, raffinage de pétrole, les besoins du pays sont énormes et les grandes diplomaties l'ont bien compris. Elles qu'on voit régulièrement défiler à Téhéran. Alors un appétit qui gagne aussi les géants de l'hôtellerie comme Accor qui vient d'annoncer son implantation et qui mise sur la clientèle d'affaires et sur l'essor du tourisme. Johanna Citruc. Ce Novotel flambant neuf n'a pas été construit en France, mais en Iran. À 2 pas de l'aéroport international de Téhéran et 45 minutes du centre-ville. Juste à côté, un autre bâtiment estampillé Ibis, également sorti de terre il y a peu. Les 2 établissements ont été édifiés par une société iranienne.
Mais Accor Hôtel a signé un contrat pour reprendre leur gestion. C'est donc le premier groupe hôtelier français, mais aussi international, à installer ses marques dans le pays. Mardi, plusieurs contrats ont été signés pour finaliser ces implantations. Il y a beaucoup de projets, mais qui ont été pendant longtemps des projets sur le papier. Donc maintenant, on rentre dans le monde de l'action. Donc c'est-à-dire qu'on rentre dans le monde des partenariats, des discussions, du partage. Un partage possible grâce à la signature d'un accord il y a 2 mois. L'Iran s'est engagé à ne pas se doter de l'arme nucléaire. En échange, les grandes puissances prévoient une levée progressive et réversible des sanctions internationales contre Téhéran. Pour le moment, cet accord n'est pas encore effectif, mais pas de quoi entamer l'ambition du groupe qui prévoit d'ouvrir 50 hôtels d'ici 2017. On est là pour les 20 prochaines années, donc j'espère que l'accord sera ratifié par tout le monde, mais ce n'est pas de mon ressort. Ce que je peux vous dire, c'est que la conviction, la certitude du groupe, c'est que ce pays mérite d'être accompagné par des marques internationales pour développer le tourisme. Justement, ces 2 établissements qui totalisent près de 500 chambres ne devraient pas tarder à se remplir. Car depuis 2 ans, le tourisme a augmenté de 40%. Et l'Iran a prévu d'accueillir 20 millions de visiteurs d'ici 2025. Et sur les quelques 1000 hôtels dans le pays, à peine plus d'une centaine sont des 4 ou 5 étoiles. Voilà, il reste encore beaucoup à faire. Alors justement, ce marché hôtelier iranien va-t-il faire l'objet d'une véritable compétition entre investisseurs étrangers et quel est aussi son réel potentiel? Eh bien, on interroge Thierry Coville. Bonjour. Oui, bonjour. Chercheur à l'IRIS et professeur d'économie à Novantia. Alors d'abord, au niveau du potentiel hôtelier, si on peut dire, de l'Iran, est-ce que vous pensez que l'accord sur le nucléaire, la fin prévue aussi des sanctions, ça change beaucoup déjà, 50 hôtels prévus par accord d'ici 2 ans, c'est un pari qui vous semble réaliste? Ah oui, il y a un potentiel énorme en matière de tourisme en Iran parce qu'il y a d'énormes richesses historiques et il y a finalement très peu de touristes occidentaux qui viennent en Iran. Donc non, c'est vrai, c'est réaliste. Ouais, donc pas seulement la clientèle d'affaires, un potentiel grâce à la richesse culturelle du pays, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Prenez tous les sites pré-islamiques. Moi, je me rappelle être allé à Shiraz, si vous voulez, à côté de Shiraz, à Persépolis, et il y avait quelques dizaines de visiteurs sur le site. Donc vous imaginez en Grèce, le moindre site est pris d'assaut par les visiteurs, vous imaginez le potentiel qu'il y a en Iran. Ouais, Accor qui dispose aussi de 70 hôtels dans l'ensemble du Moyen-Orient. Vous pensez, Thierry Coville, que dans un premier temps, ce sera surtout une clientèle d'affaires qui animera ce marché hôtelier avec un afflux d'hommes d'affaires venus de l'étranger à l'assaut de ce marché iranien? C'est ça aujourd'hui la cible aussi? Pas forcément. Je sais qu'en Iran, on parle de plus en plus de tourisme culturel. Si vous voulez, effectivement, il y a la morale islamique, donc il y a le voile pour les femmes, l'interdiction de boire de l'alcool, mais il n'empêche, on peut avoir beaucoup de touristes intéressés par justement visiter la diversité culturelle de l'Iran, etc. Donc je pense que c'est pas simplement des hommes d'affaires qui peuvent être intéressés par faire du tourisme en Iran. Et pour revenir au groupe français, dans quel secteur, d'après vous, ils peuvent espérer conquérir le marché iranien, à part les hôtels, bien sûr? On évoque souvent l'automobile. Ah oui, alors là, moi je pense que tous les secteurs sont intéressants. Bon, effectivement, on pense tout de suite au pétrole, au gaz, à l'automobile, mais je pense que l'agroalimentaire est très intéressant. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a le ministre de l'Agriculture français qui va aller en Iran. Mais on pense également à tout ce qui est, il y a le service informatique, la nouvelle économie, il y a une sorte de petit boom en Iran. L'industrie, si vous voulez, tous les équipements il y a un réinvestissement énorme à faire. Les transports, l'eau est un énorme dossier en Iran. Non, tous les secteurs sont intéressants. Et vous pensez que les groupes français conservent une cote de popularité intéressante auprès de ce public iranien malgré les sanctions? Oui, alors ça qui est intéressant, si vous voulez, les groupes français ont une très bonne image en Iran, notamment grâce à des performances réalisées notamment par Total, Renault ou Peugeot avant leur départ précipité. Donc les groupes français ont une très bonne image en Iran et vous savez, les Iraniens sont pragmatiques. Ce qui compte pour eux, c'est le prix, la qualité, les transferts de technologie. Et c'est vrai que les groupes français ont une bonne image. Donc on peut mettre de côté la politique. Plus globalement, Thierry Coville, 2 mois maintenant après l'accord dans le dossier du nucléaire, en sachant qu'il n'est pas encore ratifié, est-ce que pour vous, les choses évoluent tout de même déjà assez vite sur le plan économique, à savoir un Iran qui prend des airs d'Eldorado pour les investisseurs, notamment occidentaux? Bon, Eldorado, c'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est vrai que il y a un intérêt énorme de la part, on le voit bien, des entreprises européennes, même américaines. Il faut savoir que les entreprises américaines sont déjà en Iran en train de négocier dans des domaines comme le pétrole ou même l'automobile. Donc il y a un énorme intérêt des investisseurs étrangers pour le marché iranien. Bon, tout reste à faire aussi. Les sanctions vont être levées début 2016. Et ce qui est surtout important du côté des autorités iraniennes, c'est, si vous voulez, c'est arriver à faire en sorte que cette attirée d'investisseurs étrangers, ça se traduise par effectivement
régler les problèmes structurels de l'économie iranienne. Il ne s'agit pas que ce soit un one-shot, si vous voulez. Donc, développer les exportations non pétrolières, améliorer la compétitivité de l'appareil productif, et ça, ça demandera aussi des réformes. Merci beaucoup Thierry Coville pour ces explications. Et on se dirige vers Francfort. 1 million de visiteurs attendus dans la cité allemande qui se transforme 10 jours durant en capitale de la planète auto. Et les constructeurs répondent présents. Plus de 200 nouveautés dévoilées, dont la nouvelle Mégane de Renault, l'Audi A4 dernière génération, BMW, Volkswagen ou même Kia renouvelle également certains modèles stratégiques. Mais la clientèle sera-t-elle aussi au rendez-vous? Si les inquiétudes s'estompent en Europe, elles se renforcent au sujet de la Chine, premier marché mondial. Laura Duhamel. Stand démesuré, sonorisation tonitruante et carrosserie étincelante. Pas de doute, nous sommes bien au salon de l'automobile de Francfort. Et comme tous les 2 ans, ce temple de la voiture aime frimer. 1100 exposants sont venus de 39 pays pour présenter au grand public près de 210 premières mondiales. Une démesure à la hauteur de l'optimisme retrouvé des constructeurs automobiles. Je pense que nous allons terminer cette année aux alentours de 7% de croissance du marché européen, ce qui est quand même un chiffre que personne n'attendait en début d'année. C'est quand même un très bon signe. Et je pense que ça va se poursuivre en 2016. Peut-être à un rythme un peu plus lent. Nous prévoyons quelque chose qui sera autour de 2% pour l'année prochaine. Car la reprise sur le vieux continent est significative. Avec près de 13 millions de conducteurs enregistrés, le marché devrait finir en hausse. L'observatoire CTLM de l'automobile table sur une croissance de 6% en 2015. Une hausse toutefois insuffisante pour revenir aux 16 millions d'unités écoulées avant la crise de 2008, y compris pour les modèles de luxe. Bien sûr, nous serons meilleurs que l'année dernière, qui était déjà un record avec 2540 voitures vendues. Notre plus gros marché, c'est les États-Unis, et après viennent le Japon, le Moyen-Orient, la Chine, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais la santé retrouvée du marché européen, couplée avec celle du marché nord-américain, contraste avec les graves difficultés des zones émergentes. Le Brésil et la Russie entrent en récession. La Chine, premier marché mondial, donne, elle, des signes de faiblesse. Après des années de croissance à 2 chiffres, 3% sont espérés cette année. Pour autant, l'empire du milieu devrait rester un marché porteur à moyen terme. La Chine est déjà un pays qui ne croît plus depuis quelques années pour nous. Mais cette année, nous allons contre la tendance grâce à notre nouveau modèle Huracan. Donc nous serons un peu en dessous de 2014. Les aventuriers du bitume gardent donc le sourire et se mettent au vert. Car pour répondre aux objectifs européens des émissions polluantes d'ici 2020, la voiture du futur est écolo et connectée. Voilà les nouveaux standards de l'industrie automobile. Ils sont jolis. On passe au Media Watch. Un anniversaire pour cette revue de presse, 7 ans déjà depuis la faillite de Lehman Brothers. La crise financière était lancée. Bonjour Jonas Citruc. Bonjour David. On regarde dans le rétro avec vous. Oui, une chronologie donc réalisée par le quotidien français Le Figaro. Tout a commencé donc au début des années 2000 avec l'essor des subprimes. Il s'agit donc de prêts immobiliers qui ont permis à de nombreux ménages américains d'acheter un logement. Mais certains ne réussissent pas à rembourser leurs dettes et des familles sont expulsées. Et de plus en plus de maisons et d'appartements se retrouvent donc sur le marché vendus aux enchères. Et au lieu de monter, eh bien, les prix de l'immobilier se mettent à baisser. Résultat, en 2007, la bulle éclate, la bulle immobilière bien sûr, une spirale infernale qui entraîne tout le système financier mondial car beaucoup de grandes banques et notamment les grandes banques américaines détiennent des actifs liés à ces subprimes. Or, ils sont devenus beaucoup trop risqués et tout le monde veut absolument s'en débarrasser. Le 18 janvier 2008, le président américain à l'époque c'était George W. Bush, il tente un plan de relance exceptionnel, 150 milliards de dollars, mais ça ne fonctionne pas et le 15 septembre 2008, eh bien, c'est la faillite de la 4e banque d'investissement des États-Unis, Lehman Brothers. Selon les estimations du FMI, du Fonds monétaire international qui date de début 2009, cette crise des subprimes aurait coûté aux banques environ 2200 milliards de dollars et aujourd'hui de nombreux pays du monde en subissent toujours les conséquences. On pense notamment à la zone euro. Contribuables, il faut le dire aussi. Une compagnie aérienne, Johanna, à présent, vous nous parlez d'Air India qui sanctionne certains employés à cause de leur poids.
Oui, en 2014, la compagnie Air India avait demandé à 600 de ses 3500 employés de perdre du poids, pas pour leur santé, mais simplement pour améliorer leur efficacité. Selon Air India, les personnes plus minces sont plus agiles et surtout plus rapides. Elle a donc imposé un IMC, un indice de masse corporelle, entre 18 et 22 pour les femmes et entre 18 et 25 pour les hommes, sachant qu'à partir de 25, un individu est considéré en surpoids. Et bien aujourd'hui, la compagnie a mis ses menaces à exécution. 125 employés qui n'ont pas respecté cette consigne ont été sanctionnés. Ils ont été déclarés inaptes à la fonction d'agent de bord et ils devront donc accepter un poste au sol ou partir en retraite volontaire. Alors c'est assez surprenant, mais ce n'est pas une première en Inde. Déjà, la compagnie Go Air, en 2013, avait décidé d'en embaucher que des femmes parce qu'elles sont plus légères. Ouais, des pratiques qui posent problème. Merci beaucoup, Johanna. Et à demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News et l'info continue. Restez avec nous.